Bonjour à toutes et tous, Monsieur le Ministre, cher Philippe. Voilà, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai fait un propos un petit peu long, vous m'en excuserez, mais je veux Ah, vraiment rentrer dans le détail d'accord. de ce que la région, de ce que la région peut faire sur ce vaste sujet, mais beau sujet. Tout d'abord, en vous disant que je suis très heureux d'introduire cet après-midi de travail pour ce projet, ce premier Energy Summit d'Amiens, en représentant la région Hauts-de-France et son président Xavier Bertrand, vous venez de le rappeler à l'instant. Moi, je tiens à féliciter bien sûr les organisateurs de la ville d'Amiens, Amiens Métropole, Amiens Cluster, pour l'organisation de cet événement, montrant que les Hauts-de-France, en Hauts-de-France, on a des territoires en pointe, des territoires de pointe sur ces questions énergétiques. Je crois que c'est important de le rappeler. Sommet sur l'énergie, c'est plus que pertinent dans une métropole qui est ambitieuse sur le sujet, qui vise, c'est ce qui nous réunit ici pendant ces 2 jours, qui vise son autonomie en énergie à l'horizon 2050. Alors, durant ces 30 prochaines années, il va falloir dupliquer cette ambition et pour cela créer une nouvelle synergie, de nombreuses synergies, autant dans le monde privé que dans le monde public. C'est un challenge colossal, mais c'est un challenge que veut relever la région avec tous ses partenaires et en particulier toute l'équipe REV 3 et les différents partenaires. On en parlera dans les ateliers d'ailleurs cet après-midi. Alors, dans le cadre de la transition écologique et plus particulièrement de la transition énergétique, délégation qui est la mienne à la région, l'objectif pour notre région, c'est de parvenir aussi à la neutralité carbone d'ici à 2050. Je vous rappelle que les lois MAPAM et nôtres nous renforcent les compétences de la région en la matière et fait de la région la chef de file, la collectivité chef de file dans tous ces domaines. Mais très concrètement, dans ces domaines, justement, car pour moi, la transition énergétique, avant tout, elle doit être concrète, elle doit être partenariale avec les territoires, avec les opérateurs, ce qui nous réunit tous ici. Et nous sommes donc passés à la réalisation et au lancement de divers dispositifs formalisant cette transition énergétique en région. Et je vais vous en donner quelques exemples. D'abord, une feuille de route ambitieuse avec notre mix énergétique qui a été voté en 2018 et qui vise une baisse de 20% des consommations d'énergie et le doublement de la part d'énergie renouvelable d'ici 2030. Hors éolien, vous l'imaginez fort bien, enfin ça je ne vais pas vous refaire le débat là-dessus, mais en boostant du coup toutes les autres énergies renouvelables. Et pour y parvenir, nous avons accru et adapté l'appui aux filières régionales au plus près des besoins, notamment en créant des collectifs d'acteurs thématiques. Il y en a quelques-uns ici dans la salle. Et ces collectifs rassemblent en fait tout le tissu local et public et privé, les collectivités, les opérateurs, les entreprises concernées pour réfléchir ensemble aux meilleurs moyens d'amplifier justement cette troisième révolution industrielle, cette transition énergétique et les traduire concrètement par des feuilles de route et des dispositifs opérationnels. Ça qui compte. Sortir de l'incantation et passer véritablement au concret. Alors pour les citer, je rappellerai le Corbi pour le biométhane, le collectif régional du solaire avec le Coresol, le collectif régional pour les réseaux électriques intelligents qui va s'ouvrir et s'étendre aux réseaux énergétiques intelligents, le club des acteurs de l'hydrogène, on cherche encore le nom, donc c'est pour ça. Ça fait débat en ce moment, mais je salue Jean Gravelier qui est là ici. On va trouver une solution très vite. Nous avons d'ailleurs voté une feuille de route régionale pour l'hydrogène en séance plénière jeudi dernier et on en parlera tout à l'heure en atelier. Alors cette méthode partenariale, participative, pragmatique, en fait, nous permet aussi de traduire ce mix énergétique et cette troisième révolution industrielle avec des dispositifs concrets qui mettent en œuvre ou qui accompagnent les grands chantiers REV 3 ou les 1000 projets territoriaux REV 3. Et je salue ici à la fois l'ardeur de Philippe Vasseur, qui est l'ambassadeur inlassable et efficace d'ailleurs de cette révolution, mais aussi la qualité du travail commun et permanent de nos équipes communes sur ce sujet de REV 3. Nous pouvons également traduire ces orientations du mix dans les territoires par des mesures d'accompagnement concrètes. Et on peut prendre l'exemple d'une délibération votée en ce début d'année posant le principe des raccordements des bâtiments régionaux et des lycées au réseau de chaleur en place et en développement. C'est le cas ici à Amiens, par exemple, et de façon forte. Par ailleurs, et l'actualité nous le rappelle, mais également le dernier et récent rapport de l'INSEE, il n'y aura pas de transition énergétique réelle ni d'autonomie énergétique des territoires sans le traitement de l'efficacité énergétique des logements et des bâtiments. C'est donc un sujet que la région suit aussi tout particulièrement, en ayant traité ces dernières années, outre nos actions auprès des bailleurs sociaux dans le bassin minier spécifiquement, le parc privé des particuliers et des copropriétés ont ainsi été rénovés énergétiquement plus de 3500 logements,
beaucoup sur le territoire de l'Amiénois d'ailleurs, avec un gain en moyenne de plus de 50% d'énergie d'un côté, mais aussi de 50% de coût d'énergie sur la facture des particuliers. Ces actions auprès des territoires partenaires ont un impact écologique avec une réduction des émissions de GES, sociale, puisque les logements précaires et économiques sont concernés, et puis économique aussi, puisque ça a généré 40 millions de travaux effectués à 93% par des entreprises locales. Ça, c'est important de le rappeler aussi. Ça n'est que le début, puisque suite à l'expérimentation picarde concluante de notre régie régionale d'USP, dont le siège est et restera à Amiens, je tiens à rassurer les Amiénois, on se fixe l'objectif de rénover plus de 10 000 logements à horizon de 5 ans en Hauts-de-France. Décision que nous avons prise également à notre plénière de jeudi dernier. On est en plein dans l'actualité. Ça peut vous sembler peut-être un peu, et au regard du nombre de passoires thermiques dans la région, publiques ou privées d'ailleurs, on pourrait penser qu'on est en train de vider en fait l'océan avec une cuillère à soupe. Mais soyons clairs, et sans se prendre pour le colibri de la parabole, chaque pas est un but atteint permettant de changer les choses. C'est ça qui compte, c'est d'actionner les dispositifs concrètement sur le terrain. Et derrière cette stratégie régionale, c'est toute une économie territoriale qui se met en place. C'est un enjeu majeur pour les professionnels du bâtiment avec lesquels nous travaillons justement à l'optimisation de tous ces outils. Plus les professionnels gagneront en compétences sur ces sujets, plus la performance sera au rendez-vous, plus les chantiers se multiplieront et plus le quotidien et la qualité des gens et des habitants seront améliorés. On aide également les entreprises, les particuliers, les collectivités à développer leur autonomie énergétique en fonction des potentialités de chaque territoire via des fonds régionaux dédiés pour coller au plus près des attentes du terrain. On sort donc de la subvention traditionnelle pour trouver des moyens de financement qualitatifs, adaptés, publics et privés. Ça peut se concrétiser par de la prise de capital, de l'avance de trésorerie, du cofinancement avec l'ADEME, dans le cadre de notre fonds commun, le Fratri, le fonds d'amplification de la troisième révolution industrielle, qui est co-géré, cofinancé avec notre partenaire historique, qui est l'ADEME, ou alors via notre fonds d'investissement Cap3RI, ou notre SEM Énergie Hauts-de-France, dont je salue le directeur qui est présent parmi nous. La région finance également plusieurs organismes sur tout le territoire qui prennent le relais de la région pour certaines compétences et accompagnent les territoires, les collectivités en expertise, en évaluation et en conseil. C'est par exemple le cas avec la qualité de l'air, sujet très préoccupant, vous le savez, notamment pour les métropoles et nos grandes agglomérations. La région est donc le premier financeur et le partenaire pour l'élaboration du plan d'action annuel d'Atmo, association qui surveille et évalue la qualité de l'air et dont vous avez d'ailleurs pu voir la cabine de mesure au bord des rues d'Amiens. La citoyenneté y est une nouvelle priorité depuis 2018. Changer les comportements implique effectivement de faire prendre conscience à tous et à chacun les enjeux liés à la pollution. Et ça doit pouvoir nous accompagner dans la prise de décision publique, notamment pour l'implantation de bâtiments. Alors c'est peut-être des sujets ou des réflexions qui ne font pas toujours plaisir, mais je crois qu'à un moment ou à un autre, il faudra avoir le courage de les prendre à bras-le-corps. On cofinance également avec l'ADEME les espaces info-énergie qui conseillent les particuliers pour leurs travaux de rénovation, d'efficacité énergétique et la recherche des financements dédiés. Le dispositif va changer très prochainement avec le programme national SAR que la région va très prochainement intégrer le mois prochain en tant que partenaire opérationnel et ça complétera nos guichets uniques de l'habitat. C'est une première en France que nous sommes en train de mettre en place et sachez d'ailleurs qu'Amiens Métropole, que je remercie de sa candidature, vient d'être retenu, c'est tout frais, comme lauréat de ce récent appel à projet. On accompagne également le CERD, le Centre Ressources du Développement Durable, qui outille et accompagne les acteurs régionaux dans leur transition économique, sociale et énergétique. Donc on bouge quand même un petit peu les cloisons, pas simplement rester sur la question énergétique. Donc vous le voyez, la région tente de couvrir un large spectre sur le territoire en apportant des réponses globales, opérationnelles, sur un maximum de sujets, qu'ils soient techniques ou de sensibilisation. On est donc bien en phase avec l'ambition et l'objectif de différents territoires de tendre à les rendre autonomes en matière énergétique. J'en veux pour exemple, on est à Amiens, donc à tout bien, tout honneur, le territoire de l'Amiénois, labellisé territoire à énergie positive pour la croissance verte, territoire zéro déchet, zéro gaspillage en 2015. Amiens Métropole a aussi été reconnu territoire démonstrateur REV 3 en 2018 par la région de France et par toute l'équipe dédiée REV 3. La région montre ainsi dans ce cadre qu'elle accompagne Amiens Métropole dans des grands projets emblématiques de cette volonté d'autonomie énergétique. On passe au concret, on sort des grands messages.
Et c'est ça qui compte, c'est de réaliser ce qui est annoncé. En 2018, c'est passé par un appui au développement de sa stratégie solaire. 2019, soutien au dispositif de récompense au tri sélectif et par une étude bois sur la médiathèque, mais encore par la participation à Amiens Énergie pour le réseau de chaleur et pour un centre de réseau. Ça a coûté quelques millions d'euros. Et enfin, l'agglomération a bénéficié également d'une AMO et d'un accompagnement de la direction régionale TRI chez nous pour écrire sa feuille de route REF 3, aussi en concertation avec les partenaires de territoire et dans une transversalité interservice. On bouge les cloisons. Il faut qu'on puisse travailler toujours tous ensemble et pas en verticalité. Bon, tout cela, ça représente plusieurs millions, je l'ai déjà dit, mais c'est quand même important, il faut le souligner. Il va de soi que la région continuera cet accompagnement sur de tels projets territoriaux dans cet objectif d'autonomie énergétique annoncé, mais qui surtout se concrétise. On en a l'exemple ici, sur ce territoire. Je tiens à citer un autre projet aussi, cette fois industriel, que la région soutiendra fortement, c'est l'entreprise Tiamat, que j'ai visité en octobre dernier au Hub de l'énergie, que la région soutient lui aussi. C'est un projet d'envergure internationale et qui augure de beaux et importants développements pour le territoire et la région et qui peut devenir là aussi un territoire d'excellence et leader grâce à ce projet ici à Amiens, en Hauts-de-France. Au-delà de l'enjeu énergétique de superbes projets, si je cite Tiamat, c'est simplement parce que de tels projets s'inscrivent pleinement dans notre approche régionale avec REF 3, selon laquelle la transition énergétique et écologique n'est absolument pas incompatible avec le développement économique et le business, comme certains, malheureusement obscurantistes, veulent encore essayer de nous le faire croire. Cette transition que la région a choisi d'amplifier, d'accélérer avec tous ses partenaires, notamment avec ce grand projet, ce grand programme de REF 3, est certes une nécessité vertueuse pour notre environnement, mais elle est aussi au service de l'emploi et du mieux vivre des gens. C'est ça qui nous anime, c'est ça l'objectif ultime de ces opérations. Je rappellerai que selon l'étude commune ADEME, région REF 3, qui a été présentée en mai 2018 à Lille, la transition énergétique pourrait, c'est un potentiel, je le reconnais, mais créer plus de 45 000 emplois sur les thématiques de l'énergie d'ici 2050. C'est plus que conséquent, ça doit nous inspirer aussi dans la création de nos dispositifs et de nos outils. Transition énergétique est donc un formidable catalyseur d'avenir, d'espoir aussi pour notre région, au passé industriel et énergétique qui a laissé de nombreux stigmates. La transition énergétique, finalement, c'est un chemin de dynamisation de nos territoires, de réorientation de l'économie, mais surtout, c'est un moyen d'améliorer la vie des gens et leur environnement. Alors, les collectivités ne pourront pas y arriver seules, c'est une évidence. Il faut trouver de nouveaux modèles économiques, de nouveaux dispositifs financiers pour mettre en œuvre cette transition nécessaire vers l'autonomie énergétique territoriale. La région prend sa part, bien évidemment, d'autres collectivités également, on le voit ici avec les intercommunalités ou les communes, mais aussi l'État et aussi le privé auront un rôle très important à jouer. De nombreux enjeux se présentent, on doit les relever ensemble. Voilà, je vous remercie. Merci Frédéric Nious, merci beaucoup d'être venu. Je vous invite Frédéric à peut-être regagner votre place pour écouter la seconde table ronde. Merci, c'est un plaisir. Et je vais appeler mes invités pour parler du stockage. J'appelle Roy Mafouz, venez me rejoindre. Vous êtes au premier rang. René Schroeder, Mathieu Mocrette, dont on a parlé ce matin. Et j'accueille Jean-Louis Ball. Venez me rejoindre, messieurs. On va nous reprocher un plateau très masculin. Mais que peut-on faire? Monsieur Ball, asseyez-vous, prenez place. Mettez voilà, exactement. Moi, j'ai le petit siège gris. Messieurs, je suis très très heureux de vous accueillir sur le plateau. Alors, ne soyez pas jaloux, mais c'est vrai qu'on a évoqué Monsieur Morcrette sur le débat des batteries et la visite d'Emmanuel Macron, qui est venu évidemment voir les travaux menés ici à Amiens. Ça valorisait vos travaux et évidemment ce qui se passe ici à l'université. Je vous présente d'abord Roy Mafouz. Vous êtes chef d'entreprise, président fondateur de H2R. Dans le film, ce matin, à 9h, à l'ouverture de ce premier sommet, il y avait une de vos éoliennes gigantesques avec votre marque H2R. C'est une très très belle image. Entreprise familiale créée en 2008. Vous êtes des constructeurs, c'est bien ça, vous fabriquez, vous installez. Allô ?
Nous sommes des développeurs de projets, donc nous développons les projets. Une fois que les projets ont atteint une certaine maturité, on les finance, on les construit, on les exploite. Vous les exploitez. Voilà. La société compte aujourd'hui 50 salariés, mais ça peut évidemment encore aller en se développant. Administrateur de l'association France Énergie Éolienne, c'est important parce que vous représentez aussi cette association. Et puis, vous êtes aussi l'un des partenaires de ce premier Amiens Energy Summit, si je ne m'abuse. Merci d'être là parce que vous êtes très occupé et vous avez aussi un bureau, je crois, un bureau d'études à Berlin, en Allemagne. Merci d'avoir répondu à notre invitation. René Schroeder, je suis ravi de vous accueillir. Je parlais de l'Allemagne. Merci d'être là. Vous êtes directeur exécutif d'Eurobat, association de constructeurs européens de batteries automobiles et industrielles. Ce matin, dans le premier débat, on a déjà évoqué la question des batteries comme une alternative possible. On y reviendra. Vous êtes un lobby et vous intervenez auprès de l'Union européenne pour eh bien, faire avancer vos idées. On verra plusieurs petits slides que vous nous avez apportés sous le bras, tant sur les types de batteries que sur la réglementation européenne, parce qu'elle est très complexe, et on fera le point, parce que ça bouge beaucoup, en ce moment même d'ailleurs, sur cette question des batteries. Mathieu Morcrette, je vous présente enfin. Vous êtes directeur du laboratoire de réactivité et chimie des solides, qui dépend de l'université de Picardie, université dans laquelle est venu Emmanuel Macron. Vous avez pu croiser le président de la République, ce fut un grand honneur. Et il est venu voir vos travaux, évidemment, avec ce hub de l'énergie. Et vous travaillez sur la batterie, j'allais dire presque d'aujourd'hui, non pas la lithium-ion, mais la sodium-ion. On en parlera avec vous parce que c'est vous le chercheur. Et moi, je n'ai fait qu'une fac d'histoire, donc vous imaginez bien la distance qui nous sépare. Jean-Louis Bal, merci d'être avec nous. Vous êtes président du syndicat des énergies renouvelables. Vous aussi, vous représentez combien d'acteurs, Jean-Louis ? Oui, alors le syndicat des énergies renouvelables, donc c'est la plus importante association professionnelle du secteur, la seule qui recouvre la totalité des filières énergies renouvelables. Donc on en dénombre 11 et nous représentons un peu plus de 400 acteurs, au nombre desquels tous les grands énergéticiens, je ne vais pas les citer, enfin faire de publicité, H2R. il y en a qui sont... Oui, oui, absolument. On peut parler des grands énergéticiens, moi je cite H2R. Les grands industriels de l'énergie, comme Schneider, comme General Electric, j'avais dit je ne ferai pas de publicité. C'est trop tard, maintenant vous listez des 400, vous êtes obligé, je suis désolé. Et donc il y a en plus 80% donc, de PME, ETI, qui sont essentiellement donc, des développeurs et exploitants de projets, mais c'est extrêmement divers. Ça va aussi bien depuis l'appareil de chauffage au bois que dans les habitations rurales, jusqu'à les fabricants de grandes éoliennes avec un mât de 250 mètres et des pales de 107 mètres. Donc vous voyez, c'est très divers. Merci. Juste un petit mot chacun pour vous présenter, Monsieur Schroeder. Dites-nous en quelques mots, Eurobat, c'est quoi et comment ça fonctionne? Comme ça, tout le monde aura eu. Parce que c'est... évidemment, vous êtes dans vos univers respectifs, vous pensez que tout le monde le sait et personne ne le sait. Ça fonctionne. Eurobat, c'est quoi? Ça sert à quoi? Comme vous avez déjà dit, nous sommes l'association du secteur de batterie à Bruxelles. Nous travaillons ensemble avec les politiciens, avec la Commission européenne, avec le Parlement européen, avec les États membres pour définir, pour créer un cadre législatif, politique pour les batteries. C'est compliqué, les choses bougent. J'ai vu qu'il y avait REACH dans le petit slide. Oui. Aujourd'hui, l'Europe travaille sur cette question de la batterie? Oui, beaucoup. Et déjà les 5 dernières années, on a vu beaucoup de développement, soit le cadre d'énergie, avec les objectifs d'énergie renouvelable, mais aussi dans le secteur de transport avec les objectifs pour réduire les CO2, pour réduire les émissions. Et bien sûr, évidemment, les batteries jouent un rôle important dans les deux secteurs, mais aussi dans le secteur de logistics, mais aussi dans la télécommunication
Et alors, c'est important pour beaucoup de secteurs. Mais les prochaines années, il y a où ce sont les institutions européennes qui vont directement travailler au-dessus du cadre nouveau cadre. législatif. Roy Mahfouz, présentez-vous brièvement, puis je vais donner la parole ensuite à Mathieu Morcrette, mais vous vous présentez comme un chef d'entreprise, fondateur, président d'une société, militant. Pourquoi vous êtes militant ? Alors, nous sommes surtout nous sommes rentrés dans le métier des renouvelables par conviction. J'utiliserais plutôt convaincu que peut-être le terme militant. En tout cas, nous sommes convaincus. L'entreprise, quand elle a commencé, c'était une toute petite entreprise. Moi, je menais le métier tout seul. Et puis, petit à petit, on a eu la possibilité de créer cette entreprise qui a grandi, heureusement, aujourd'hui. Et qui développe de l'éolien, du photovoltaïque et qui réfléchit aux métiers du futur dans le cadre de la transition énergétique et écologique. Convaincu parce que nous sommes convaincus, moi, mais mon équipe aussi, tous ceux qui m'accompagnent, que, en fait, il faut modifier notre mode de consommation et notre mode de production. Et on est arrivé à un certain moment où on voit que nous sommes en train de consommer notre planète et qu'il y a une modification à faire. C'est pour cela que nous sommes convaincus. Et c'est dans ce cadre-là que nous réfléchissons aussi aux métiers d'avenir, comme dans le stockage, etc., qui devraient accompagner cette transition, mais toujours pour arriver vers quelque chose de plus vertueux dans notre mode de fonctionnement. Donc, convaincu et engagé pour accompagner cette transition écologique et énergétique, parce que vous tenez au mot écologique. Mathieu Morcrette, je me tourne vers vous parce que on dit de vous que les recherches que vous menez à travers ce hub et ces travaux sur les batteries, ça peut être la batterie de demain. Il y a comme ça quelque chose d'assez incroyable. J'imagine que vous suivez ça de près chez Eurobat. La lithium-ion serait peut-être supplantée. On va en parler parce que le lithium a source d'approvisionnement lointain, difficulté, la source peut se tarir d'ailleurs. Vous inventez une nouvelle batterie. Vous aussi, vous êtes un acteur de la transition écologique et énergétique ? Oui, alors convaincu ? Je vais me permettre de présenter juste 2 minutes. Oui, présentez-vous bien sûr. Mon laboratoire, donc on est entre 100 et 120 personnes en fonction du nombre d'étudiants qui passent dans le laboratoire. Donc on travaille sur le stock, on est des chimistes d'abord, il faut dire. On travaille sur le stockage de l'énergie, on travaille aussi sur le photovoltaïque et le stockage de l'hydrogène, il faut aussi le mentionner. Et on est sur le stockage des batteries, on est dans un réseau national. Donc en fait, on est tous les labos français, accompagnés des industriels français comme Total, Saft, EDF, etc. Qui sont Solvay, Umicore. Voilà, on est tous en train de travailler ensemble pour inventer les batteries de demain et améliorer les batteries d'aujourd'hui. Peut-être une spécificité du hub de l'énergie, donc c'est le laboratoire dans lequel le laboratoire occupe aujourd'hui, c'est qu'il a en plus ce qu'on appelle les plateformes de pré-transfert chez nous, c'est-à-dire il y a à peu près 800-900 000 euros qui ont été dépensés pour finalement fabriquer des vraies batteries, donc comme celle-ci. Alors celle-là, c'est celle du sodium, on en parlera après. Donc qui sont des objets qu'on retrouve dans les ordinateurs, dans les vélos électriques, donc l'élément unitaire qui va constituer la batterie, qui est l'association de petites piles comme ça, de petites cellules comme ça. Et donc l'idée au départ, c'était de mettre à l'intérieur de ces cellules tout ce que les chercheurs français avaient comme idée un peu farfelue, et pour voir si vraiment ça avait une réalité en termes de propriété de stockage électrochimique. Et alors du coup, vous avez dit, on travaille sur la batterie de demain, on travaille sur toutes les technologies de demain. On n'est pas focalisé que sur le sodium-ion, on fait du lithium-ion avec plein de matériaux différents, du potassium, aussi du magnésium. Mais effectivement, le sodium est aujourd'hui notre préoccupation particulière parce que cette batterie au sodium a des propriétés qu'on n'avait jamais trouvées auparavant, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup de puissance et beaucoup de cyclabilité. Et on a trouvé ça, et en 2015, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le vend aux Chinois ou est-ce qu'on en fait ou est-ce qu'on en fait quelque chose ici ? Et on a trouvé un porteur de projet qui est Laurent Hubard, qui a créé cette start-up Tiamat, qui est issue finalement des recherches menées à l'université de Picardie-Jules Verne, donc en lien avec le CNRS, parce qu'on a un labo mixte, et puis avec tous les autres labos qui ont travaillé cette technologie. Je ne l'ai pas dit, mais vous avez été décoré de la médaille d'argent du CNRS. Non, c'est ça ? C'est la médaille de cristal. De cristal, vous voyez. Alors si, c'est important parce que c'est la médaille de cristal, ça récompense les ingénieurs
Et donc, c'est la partie ingénierie, c'est-à-dire la partie faire passer, justement, ce succès de faire passer de la recherche à un objet qui a été l'objet de ma récompense. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir une entreprise qui fait 20 personnes et dont on espère qu'elle saura faire un démonstrateur sur Amiens, si on trouve les investisseurs intéressés. Donc là, vous envoyez un message d'une manière un peu subliminale et simple, c'est que Pas vous du avez tout, besoin, non, pas du tout, c'est clair. non, Vous dites comme ça, on a besoin maintenant d'aide financière pour porter notre développement. C'est-à-dire que le président de la République a fait démarrer un bus électrique avec cette batterie. Après, cette batterie, elle peut être produite en Chine, mais moi, c'est pas mon modèle. Enfin, en tout cas, c'est pas mon souhait. Je pense que c'est le souhait de personne. De personne. Sauf que, on le disait ce matin, vous n'étiez pas arrivé. Si, j'étais là. Vous étiez là. Vous avez entendu que ce matin, un nombre d'acteurs de l'ADEME notamment expliquaient que toute cette industrie verte était fabriquée en Chine. C'est-à-dire que les panneaux photovoltaïques, l'ensemble des produits industriels qui contribuent à la transition ne sont pas faits chez nous, en Europe ni en France. Alors, si je puis me permettre de nuancer un petit peu. C'est ce que disait l'ADEME. Hein, oui, non, bien sûr. La production de cellules, effectivement, a commencé dans les pays asiatiques parce qu'on a perdu la bataille du lithium-ion. On essaye de ne pas perdre la bataille du sodium-ion, mais on a perdu celle du lithium-ion. Et ça a commencé au Japon, en Corée, qui ne sont pas forcément des pays pas chers. Hein. Et aujourd'hui, c'est en Chine, mais donc tout est automatisé maintenant. Donc il n'y a pas de raison de ne pas produire, qu'il n'y ait pas d'usine en France ou en Europe pour produire ces cellules. Parce que tout ce qui est transport de ces batteries... Mais vous avez pu lui dire comme ça au président de la République, enfin lui dire aussi simplement que vous nous le dites là, ou vous avez pris plus de forme pour le dire? Parce que vous avez dû lui dire au président, faites en sorte que cette industrie reste chez nous. Non, on l'a dit. Vous l'avez dit. Après, on ne peut pas dire que toute la valeur est en Chine, parce que je connais beaucoup d'entreprises européennes. On peut citer BASF, on peut citer Solvay, on peut citer Arkema, on peut citer Umicore, qui fabriquent des matériaux pour batteries. Donc, il ne faut pas non plus Juste un mot, pourquoi vous n'étiez pas d'accord? Vous avez fait une moue sur la Chine, parce que vous construisez, et ensuite vous faites de l'électricité avec vos panneaux photovoltaïques et vos éoliennes, mais elles sont délocalisées ou c'est une économie locale? Parce qu'il y a un débat quand même sur cette question. Oui, bien sûr qu'il y a un débat. Aujourd'hui, le photovoltaïque, je crois que je peux dire que le combat des panneaux photovoltaïques, on l'a un peu perdu. On est d'accord, ok. Sauf que dans l'éolien, aujourd'hui, on est avec des fabricants européens. En Europe, on a réussi jusqu'à aujourd'hui à soutenir nos fabricants européens. Et je crois que, je ne sais pas si on a peut-être que moins que 1% d'éoliennes, j'ose me prononcer comme ça, je donne un chiffre, en Europe. D'éoliennes non européennes. Vous installez sur les terrains que vous louez à des propriétaires, puisque c'est comme ça, le modèle économique, c'est un bail. Hein. Celles que vous installez, elles sont faites où, vos éoliennes? Elles sont ce sont des sociétés européennes, et elles sont fabriquées en grande majorité en Europe. Maintenant, est-ce que dans une Peugeot, il n'y a que des produits qui sont fabriqués en France? C'est une autre question. Le fameux débat du Made in France. C'est quasiment impossible de trouver un produit 100% Made in France. Il n'y a pas non plus des produits 100% made dans un autre pays. Jean-Louis Bal, prenez votre micro si vous voulez vous exprimer. Il y a quand même un débat, il y a un double débat. Il y a la technologie, il faut qu'on y revienne sur cette pile sodium-ion. Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que c'est celle-là qu'on va choisir? Et puis il y a le débat de la localisation de tous ces produits qui servent à la transition, parce que c'est un enjeu important. Et je donnerai la parole à M. Schroeder sur les batteries, parce qu'il y a aussi une question de fabrication. Jean-Louis Bal, je vous écoute. Oui, alors je pense qu'on a en France encore beaucoup d'emplois industriels. Je ne parle pas uniquement des développeurs ou exploitants de centrales. On a des emplois industriels, notamment dans le photovoltaïque, où on a encore environ 1000 emplois qui sont liés à de la mise en panneau de cellules photovoltaïques qui sont éventuellement fabriquées ailleurs, et notamment en Chine. On a encore un fabricant de cellules en France qui est une filiale d'EDF qui s'appelle Photowatt. Et je crois que la bataille n'est pas perdue. On a un des meilleurs centres de recherche, enfin, on en a même deux, qui ont développé des technologies et qui pourraient très bien, dans les prochains mois ou années, déboucher sur un investissement industriel de grande taille. Donc la bataille, elle n'est pas perdue. Ça, c'est pour le photovoltaïque. Pour l'éolien, c'est vrai qu'on n'a pas de grands fabricants ensembliers d'éoliennes. Ces éoliennes sont fabriquées en Allemagne, au Danemark ou en Espagne. Mais on a toute une filière industrielle donc, qui fournit les composants à ces fabricants d'éoliennes. Et ça représente quelque chose comme 7 ou 8 000 emplois
industriel également. Donc, et puis, pour terminer, il faut rappeler qu'on a une filière naissante dans l'éolien, qui est l'éolien en mer, Oui. où on aura... Alors, je vais faire de la C'est publicité compliqué cette à fois-ci. installer, je me permets de le dire, parce qu'il y a beaucoup de recours sur... Oui, mais on ne peut pas justement, l'installer ici parce que ça pollue le paysage, on ne peut pas le mettre là parce que ça abîme, je ne sais pas quoi. C'est compliqué, ça aussi. Hein. le premier parc qui a été adjugé, celui de Saint-Nazaire, il a été purgé de tout recours. Et donc, la fabrication donc, des éoliennes a commencé à Saint-Nazaire, d'ailleurs, avec General Electric, avec des pales qui seront fabriquées à Cherbourg, avec des sous-stations qui seront fabriquées également à Saint-Nazaire. Et les autres parcs qui ont été adjugés, ils sont aussi en cours d'être purgés au Conseil d'État. Et donc la totalité de ces parcs, ça va représenter 15 000 emplois industriels donc sur les côtes atlantiques et Manche-Mer du Nord. Donc c'est vraiment quelque chose qui est loin d'être négligeable. Et le parc qui vient d'être adjugé à Dunkerque va consolider tout cela. Et donc, Parc le tissu maritime, industriel, il est Donc, vraiment bien implanté. Donc il y a un avenir pour Il y a- les sociétés implantées pas loin pour fabriquer, mettre en place et faire la maintenance de tout ce réseau. Parce qu'il faut aussi faire de la maintenance. Enfin, je ne sais pas vous que et ensuite, Monsieur Schroeder. Et j'ajoute aussi dans l'éolien offshore, il y a aussi l'éolien flottant, qui est plus ou moins une invention française où les chercheurs et les industriels français sont précurseurs par rapport au monde. Monsieur Schroeder, sur Eurobat, on a ce chercheur que vous devez connaître qui présente alors son laboratoire qui est très large, hein, mais en se centrant sur cette pile sodium-ion. Vous qui représentez, alors vous m'avez dit attention c'est compliqué parce que je ne peux pas citer une marque aux dépens d'une autre, parce que vous avez aussi parmi vos constructeurs évidemment des constructeurs de batteries au plomb, c'est-à-dire les batteries qu'on utilise dans certaines voitures thermiques. Est-ce que l'Europe est intéressée, vous qui représentez les constructeurs de batteries, est-ce que vous lorgnez sérieusement sur ce modèle-là? Parce que c'est important. S'il n'y a pas de commercialisation de ce produit, bah, finalement c'est une belle invention mais qui va rester dans un tiroir. Oui. D'abord, pour continuer avec ce que le monsieur a dit sur le marché global, je crois que c'est une question importante, très importante. La compétition avec les pays asiatiques. Et je crois sur le niveau européen qu'on a appris du passé. Avec les autres secteurs, avec le secteur photovoltaïque. Il y a trois années, on a créé, le commissaire, la Commission européenne a créé une initiative pour batterie, l'Alliance sur batterie. Et une raison était comment... quelles sont les mesures nécessaires pour renforcer la production, l'innovation du secteur de batterie, le recyclage. On est en plein dedans là. Oui. Et innovation est important, comme on a déjà dit. Nous sommes en compétition avec des autres régions dans le monde. Alors, comment on peut avoir un avantage sur les autres régions? Et l'innovation est importante là. Le savoir-faire, c'est important. Et je crois qu'il faut aussi ce que les autres régions font, l'innovation, avec beaucoup d'investissements dans la recherche. Et c'est pour ça qu'il faut continuer la recherche, il faut développer des technologies de batterie. Et finalement aussi, il faut en coopération avec les Pardonnez-moi René Schroeder, juste pour clients. répondre très court à ma question, est-ce que ce modèle, ion sodium, vous qui représentez l'ensemble des fabricants, est-ce que ce modèle vous intéresse? Est-ce que vous dites oui, celui-ci? Oui, bien sûr, mais parce qu'on a déjà dit la semaine Sans passée, vexer vos la autres semaine membres. passée, ça dépend évidemment, ça dépend du usage, de l'application des batteries.
Et monsieur, je crois que c'était la semaine passée qu'on a Avec le président. présenté le bus sur la base de technologie sodium ici. Alors ça montre ça peut fonctionner d'une perspective technologique. Peut-être, si on peut parler juste un tout petit peu de technique. Bien sûr. J'allais vous interroger sur la technique. J'ai envie de comprendre comment ça Voilà. fonctionne. En fait, il y a différentes technologies de batterie et chacune de ces technologies peut répondre à un usage. D'accord ? Donc, quand vous avez un véhicule électrique, vous cherchez. Alors, on cherche beaucoup l'autonomie. D'accord ? Donc, on cherche beaucoup de watts par kilo, donc énergie par masse. Et donc, ça, ce sont tous les modèles de Gigafactory, celle de la Tesla, celle que veut faire Total, toutes les entreprises chinoises donc, qui développent du lithium-ion avec une technologie, avec des matériaux à l'intérieur qui sont à peu près connus, avec le moins de cobalt possible, parce que le cobalt, voilà, on va le chercher en République du Congo, Oui. etc. Donc ça, c'est l'Europe veut se placer sur ce marché-là, qui est celui du véhicule électrique, dont les perspectives sont, sont importantes, quoi, avec un marché important. Peut-être que cette technologie-là, elle ne va pas le remplacer. C'est pas l'objet de cette technologie. C'est pas de dire je vais le remplacer complètement. Enfin, je vais être concurrent, mais pas sur les mêmes secteurs. Elle est complémentaire. C'est-à-dire qu'elle fait de la puissance, contrairement à de l'énergie. Et donc, en fait, on s'adresse à d'autres usages. Pour quel usage, par exemple Par exemple, le bus électrique à Amiens, il va se recharger très rapidement à chaque bout de ligne. Ça peut être un usage. On peut avoir des flottes qui tournent beaucoup et qui ont besoin de se recharger très rapidement, c'est un autre usage. On peut aussi penser à des véhicules électriques où je veux faire que 200 km et je veux m'arrêter à la station et charger en 5 minutes, le temps de boire un café. Ce qui n'est pas aujourd'hui le modèle du lithium-ion aujourd'hui, qui est plutôt d'aller vers 400, 500, 600 km en essayant de avec charger. Une charge plus longue. Avec une charge plus longue. C'est ça. Donc, cette technologie, en plus d'être un peu plus verte, d'accord ? Parce que le sodium, il faut le dire. Elle se distingue, elle est différenciante du lithium-ion, d'accord ? Et alors, son troisième avantage, c'est qu'en fait, elle peut être mise sur les lignes du lithium-ion. C'est-à-dire qu'elle est compatible avec les grandes gigafactories qui vont être installées pour fabriquer du lithium-ion à très grande échelle. Donc, il n'y a pas de problématique autour de l'industrialisation technologique. L'un ne remplacera pas l'autre, mais les deux peuvent s'emboîter. Tout à fait. On parlait tout à l'heure de l'hydrogène. L'hydrogène a besoin de puissance parce que voilà, il faut. La batterie peut amener de la. On a besoin d'une batterie de puissance pour coupler avec de l'hydrogène. Voilà, il y a plein d'exemples. Dans le stationnaire, il y a les batteries développées par EDF qui sont des batteries Zinger. Ça n'a pas de puissance. On a besoin de batteries sodium-ion pour coupler la puissance. La régulation de fréquence dans les réseaux, il faut des batteries de puissance. Donc il y a plein d'exemples comme ça où la puissance est importante. Et on est plutôt tendance aujourd'hui en train de dimensionner largement du lithium-ion pour faire de la puissance, alors que nous, on va mettre moins de batteries, et donc, a priori, ça coûtera moins cher, et ça cycle plus. Et fabriquer, vous le dites, avec des matériaux plus écologiques, puisque le sodium, l'approvisionnement est plus facile. Un petit peu plus facile, oui. Oui, voire beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple. Comment vous regardez cette recherche de batteries, vous qui faites de l'éolien, du photovoltaïque? Vous dites là aussi, avec l'hypothèse que tout ça reste à Amiens et qu'il puisse se développer à Amiens, il faut l'espérer évidemment, on peut coupler les batteries, les éoliennes de manière à stocker cette énergie, parce que c'est possible ou pas ça vous y pensez? Parce que si on arrive à mettre le soleil dans une bouteille, on ferme tout ça, puis on attend que... Vous voyez, c'est ça l'enjeu en fait de l'affaire. Bien sûr. Alors, je vais prendre un peu de recul, si vous permettez. Et prenez. Comme vous avez dit, sans bouger physiquement. Sans bouger physiquement, comme vous avez dit, je fais ce métier par conviction et dans la conviction. Et ici, ce dont on parle, c'est quand même une transition énergétique et écologique, c'est-à-dire que dans cette transition, on ne va pas avoir un seul produit qui va résoudre tous les problèmes. Donc, le premier produit, enfin, la première démarche que nous devons avoir tous ensemble, c'est quand même d'économiser l'énergie que nous consommons. Donc ça, c'est la base de tout ce que nous allons faire. Et puis dans un deuxième temps, nous allons travailler pour ne plus avoir des ressources fossiles dans la production, et puis mettre de plus en plus d'énergie renouvelable dedans. Et là aussi, on arrive donc vers un mix. Dans ce mix, pour qu'on puisse le piloter, il faut qu'on mette de l'intelligence dans le réseau, donc de l'intelligence dans la consommation qui s'adapte aussi à la production, mais aussi dans la production,
Et là-dedans, on va avoir besoin de beaucoup de stockage, et des stockages à différents niveaux. Donc on va avoir besoin du stockage stationnaire pour soutenir le réseau. Stationnaire, il est fixé ou quoi? Pas très loin de l'éolienne? Pas très loin des grandes lignes électriques. C'est ça, d'accord. Voilà. Okay. Donc il y aura du stockage stationnaire, il y aura du stockage dans la mobilité, et il y aura du stockage de différentes tailles. Et là-dedans, effectivement, il va y avoir besoin d'un lithium-ion, il va y avoir besoin d'un sodium-ion, il va y avoir besoin peut-être aussi d'autres choses. D'ailleurs, dans le stockage, il y a aussi un stockage qui n'est pas que électrique. Il y a aussi le stockage calorifique dont nous allons avoir besoin et qui va être des fois beaucoup plus intelligent que de transformer en électrique et puis de retransformer l'électrique en chaleur. Donc du coup, quand on parle de stockage, aujourd'hui c'est vrai que on simplifierait beaucoup trop en pensant que le stockage c'est du lithium-ion. Le lithium-ion c'est une des utilisations. C'est ce Mathieu. Voilà. En fait, c'est une des palettes possibles. Quoi. Une des palettes possibles. En Et ce que Mathieu est en train de faire, et nous suivons ça de près, c'est quelque chose quand même où Amiens peut en être très fier. Bah ouais, et je crois que même au niveau national, c'est... Et international même. Hein. Et international aussi. Ouais, on peut, alors vous êtes un militant, là, pour le coup, convaincu de l'idée qu'il faut garder et qu'il faut le soutenir financièrement, puisque... Je suis complètement d'accord qu'il faut le garder et le soutenir financièrement. Vous êtes d'accord? Et je suis en train d'étudier le... Enfin, oui, on est en contact. Vous êtes en contact. Bon, vous n'en direz pas plus. Pas plus, non. Pas plus, parce qu'évidemment, on n'est pas tout seul. Jean-Louis Bal, est-ce que, à travers toutes les problématiques qu'on évoque, c'est-à-dire, moi, d'un point de vue très basique, je me disais, l'une va remplacer l'autre. C'est le tube cathodique qui disparaît au profit de l'écran plat de la télé, avec des technologies qui avancent. Là, on ne me dit pas ça. On me dit des choses s'emboîtent en fonction des usages. Est-ce que si on arrive à être au point sur le plan de la technologie, on règle la question du dérèglement climatique avec toutes ces options techniques, c'est-à-dire l'éolien, le photovoltaïque, avec ces batteries de stockage au sodium, ou est-ce qu'on ne règle pas le problème? Parce que c'est une vraie question quand même. On se dit on va tous rouler en voiture électrique, ça va être super. Et puis on nous dit mais attention, parce que la voiture électrique elle a un bilan qui n'est pas très très bon. Attention, il y a le lithium. Vous voyez, il n'y a jamais de solution miracle ou paradisiaque quand on parle du sujet en fait. Oui, alors je voudrais d'abord faire une mise au point sur l'importance du stockage dans notre système électrique. Vous répondrez à ma question après. Oui, parce que personne ne répond jamais à mes questions en fait. C'est très frustrant ce métier. Pour répondre à votre question, il faut que je fasse cette petite mise au point. Je voudrais rappeler que dans notre système électrique, on a déjà beaucoup de stockage. Du stockage qui est fait avec ce qu'on appelle des STEP, donc des stations de transfert d'énergie par pompage, donc du pompage hydraulique. Et on a cette chance en France d'avoir à peu près 5 gigawatts de capacité de stockage aujourd'hui. Et c'est du stockage qu'on peut faire sur plusieurs semaines. On peut accumuler de l'eau dans des retenues. Et ça, c'est ce qui nous permet déjà aujourd'hui d'avoir cette réponse sur la flexibilité de notre système électrique. Et la flexibilité qui est aujourd'hui engendrée essentiellement par la variation de la consommation. Avec l'arrivée des variations du vent ou du soleil. Avec justement l'arrivée des énergies variables, pas intermittentes. Des énergies variables. Vous dites pas intermittentes. Non. D'accord. Variables comme le solaire et l'éolien, on va avoir des besoins de flexibilité de plus en plus grands. Mais notre système électrique avec ces steps permet au moins jusqu'en 2035, au moins jusqu'à ce qu'on atteigne 40 à 50% de pénétration des énergies renouvelables dans le système électrique, on peut répondre à ces problèmes de flexibilité, à la fois par le pilotage des consommations, par les interconnexions et par le stockage qui existe aujourd'hui. Donc, le développement du stockage sur le système électrique, on va en avoir besoin au-delà des années 2030. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les recherches, parce que ça demande quand même beaucoup de travail. Et il y a une créativité pour le moment dans le secteur de la recherche sur le stockage, donc qu'il s'agisse des batteries, des volants d'inertie, de tous les systèmes possibles imaginables. Et moi, je serais bien incapable de dire quelle sera la technologie qui va... C'est ce que je voulais demander, c'est laquelle va sortir... Qui va sortir, mais va être leader. Il faut continuer à entretenir cette créativité et donc à soutenir la R&D et l'expérimentation sur le système électrique.
Alors, est-ce que ça va nous permettre De régler le problème, voilà. Voilà, on va atterrir sur ma question, oui. ça y est. Partiellement, parce que le changement climatique, c'est une foule de réponses. Et il y a notamment avoir un système électrique qui soit décarboné. Il est déjà très, très décarboné aujourd'hui, mais il va le devenir plus encore. Et puis, grâce au développement du stockage, notamment des batteries, on va pouvoir s'attaquer au plus difficile, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Et qui va aussi nous permettre de faire du stockage pour le système électrique, c'est-à-dire on va apporter un élément de flexibilité supplémentaire. Alors je voudrais faire un tout petit commentaire. Vous avez dit tout à l'heure que pour le lithium, on avait des problèmes d'approvisionnement. Enfin, en tout cas, c'est un produit complexe et qui vient loin. On ne l'a pas ici à Amiens, le lithium. Mais peut-être pas très loin. On a fait récemment donc, des forages géothermiques en Alsace et on s'est rendu compte que dans l'eau géothermale, il y avait une grande concentration de lithium. Avec la dizaine de forages déjà identifiés aujourd'hui, on pourrait satisfaire 6% de la consommation mondiale de lithium à partir de l'Alsace. En extrayant ce lithium Les Allemands mènent des programmes de recherche également, donc liant la géothermie avec l'exploitation du lithium. Donc on peut trouver du lithium si on se donne la peine de le chercher. De creuser. Je crois que c'est aussi une question du prix, non? Alors il y a effectivement... c'est ça. C'est un coût d'aller chercher ce lithium. Pour le moment, ce sont des projets de recherche et développement. Et il faudra voir quelle va être la valeur économique de ce lithium. Mais ça nous permettrait d'avoir du lithium sur notre territoire européen et qui serait produit sans faire d'émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr, par le transport, par son... Dernier commentaire que je veux faire sur l'industrie européenne des batteries. Il faut bien regarder ce qui s'est passé il y a quelques années sur Je sens une critique le photovoltaïque. Non, ce n'est pas une critique, c'est une précaution. Dans le photovoltaïque, on avait, et particulièrement en Allemagne, une industrie qui était vraiment à la pointe mondiale. Et il y a eu un dumping de la part de l'industrie chinoise et la Commission européenne n'a apporté aucune protection pour sauver ce secteur. Et donc, si on veut lancer une industrie de la batterie en Europe, il faudra que la Commission européenne accepte de protéger cette industrie, parce que les Chinois ne vont pas nous laisser faire, et donc le dumping, ils vont le pratiquer également sur l'industrie des batteries. Juste une question, je dirais très prosaïque, Roy Mahfouz, quand vos clients, vous allez les voir, vos équipes commerciales vont voir des clients, des prospects, j'imagine qu'on utilise ce mot. Qu'est-ce qu'ils veulent, vos clients, quand ils viennent frapper à H2R, quand ils veulent du photovoltaïque et de l'éolien? Ils vous disent quoi? On veut faire des économies, on est des gens vertueux et écolos et donc on ne veut plus utiliser de pétrole. Quel est leur objectif en mettant des éoliennes ou des photovoltaïques? Nous développons des projets au niveau réseau. Donc du coup, nous injectons notre électricité directement dans le réseau. Ceux qui investissent dans ce genre de projet, ce sont effectivement donc ou bien des privés, ou bien des investisseurs, ou bien des fonds d'investissement qui sont en train de changer leur mode d'investissement vers du vert. Et on voit aujourd'hui que dans le monde des finances, il y a un grand mouvement pour sortir des fossiles et rentrer dans le vert. On le voit aussi dans les banques avec lesquelles nous travaillons au quotidien, qui sont en train de décarboner leurs investissements, qu'ils sont en train de les flécher vers les industries d'avenir. Donc ça, c'est très positif pour vous, qui avez une PME, ou pour Mathieu Morcret. Ça veut dire qu'on peut flécher ces financements, des fonds. Je crois que oui, enfin, c'est très positif pour nous tous. Bah oui. Et c'est là vers où nous dirigeons tous, y compris la région, etc. C'est quand même ces métiers d'avenir sur lesquels nous sommes en train de trouver des solutions pour nos problèmes d'aujourd'hui et pour nos problèmes de demain. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse concernant le stockage des véhicules et la question de la réduction du CO2. Parce qu'effectivement, on parle tout le temps de la décarbonisation, qui est un des grands sujets, donc le réchauffement climatique. Sauf que, si vous vous rappelez bien, la question du véhicule électrique,
elle est arrivée aussi à cause de la pollution dans les villes. Absolument. Et de la pollution dans les villes Des particules fines. Voilà, les particules fines. Et donc, ceci est indépendant du réchauffement climatique. Ce dont on parle, c'est la pollution locale. Le réchauffement climatique, il est global. Et puis, donc dans les discussions, elles sont très complexes. On pourrait reparler aussi d'un autre sujet qui est celui de la sûreté, etc. Mais bon, ce n'est pas l'ordre du jour. Sauf que dans les véhicules électriques, aujourd'hui, si on est en train d'essayer d'avancer dessus, c'était, à mon avis, le premier sujet était celui des villes. Parce que les villes se trouvent face à un problème. On dit, voilà, le diesel, peut-être qu'il est moins émetteur de CO2, sauf que les particules fines causent un autre problème. Et c'est pour cela que nous sommes obligés de trouver des solutions aujourd'hui. Et on ne peut pas attendre après-demain pour trouver ces solutions-là. Sachant que je ne suis pas militant pour 100% électrique et je suis bien conscient pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, les raisons que vous évoquez tout à l'heure sont très importantes et il faut qu'on fasse attention pour ne pas partir trop rapidement sur des super grandes gigafactories et commencer à produire des batteries en lithium-ion en pensant qu'au fait, si on passe au 100% électrique un peu partout, on aurait trouvé des solutions. Ce n'est pas mon avis. Mon avis, c'est si aujourd'hui, moi, je fais le trajet à pied. Je le fais depuis une dizaine d'années à pied. Je n'ai pas besoin, moi-même, d'utiliser une trottinette électrique pour le faire. C'est-à-dire que le jour où je vais utiliser, je crée un besoin artificiel. Ouais. La trottinette électrique, effectivement, elle est électrique, c'est bien, elle ne produit pas de CO2 elle-même. Par contre, elle est alimentée par une électricité qui est produite quelque part. Si je suis en Pologne, cette électricité, elle est produite avec du charbon. Si je suis en France, elle est produite avec 70% de nucléaire et 30% de renouvelables, etc. Donc ça, c'est un. Et deux, la production de la trottinette elle-même, elle a un impact assez fort sur l'environnement. Donc du coup, excusez-moi, juste une question, parce que je vais redonner la parole à Mathieu Morcrette qui tient cette petite pile, elle m'intrigue cette pile, c'est incroyable, je me dis mais qu'est-ce qu'on en fait de cette pile, on la range où, on la met où? Juste un mot sur l'acceptabilité citoyenne des éoliennes, ça c'est une question importante, voilà, il faut que je vous la pose. Allez-y, posez-la moi. Et à Frédéric News, mais il est parti, il est toujours là. Non, il est là. Il est là. Bon, bah, il prendra la parole tout à l'heure, puisque la salle aura la réponse. Et comme je n'ai pas mon téléphone, je suis en train de glisser dans le temps, car je suis bien avec vous, mais je suis bordé dans le temps, puisqu'ensuite il y a des tables rondes. Donc si Amélie m'entend, qu'elle m'indique que nous sommes en retard ou pas. L'acceptabilité des livres, des critiques, des citoyens qui disent des éoliennes, on n'en veut plus, on préfère le photovoltaïque. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Parce qu'on nous dit qu'il faut un mix, il faut des éoliennes, mais en même temps, il y a des citoyens qui disent « nous, on ne veut plus d'éoliennes ». Alors, déjà, l'éolien en France, il date d'aujourd'hui plus que 20 ans. Il a été, c'est les différents législateurs qui sont arrivés les uns après les autres, qui venaient de différents partis. Donc on a eu différents présidents, différents parlements, qui ont tous soutenu la transition énergétique, même si au début elle ne s'appelait pas une transition énergétique, etc. Et qui ont donné des politiques de soutien pour changer vers les ENR. Donc du coup, on est parti il y a longtemps, on a mis ça en place, et ce n'est pas la majorité actuelle qui a mis ça en place, ce n'est pas non plus la dernière majorité, etc. Donc du coup, il y a une vraie volonté qui est très profonde dans ce pays, comme en Europe, de développer les ENR pour aller de l'avant. Donc ça, c'est de un. Et puis de deux, on ne peut pas construire un monde énergétique à venir sans avoir le mix énergétique. Donc, ce n'est pas possible. Et dans le mix énergétique, l'éolien aujourd'hui est celui qui produit le plus en volume et qui est le moins cher. Donc du coup, se passer de l'éolien, ce serait une très grave erreur. En tout cas, on ne va pas pouvoir mettre en place une transition énergétique sans l'éolien, qu'il soit onshore ou offshore. Et à part ça, sur l'autre question, c'est on entend qui je vous coupe la parole parce qu'il y a des gens sur Terre qui disent ces éoliennes, il faut se le dire cash, ça fait du bruit, ça pollue mon visuel. Alors on se dit on va les mettre en mer. Et en mer, puisque vous parliez de purger des recours, c'est des recours infinis, même de structures associatives écologistes qui disent mais c'est pas possible, mon front de mer au Touquet est moche, on le décale de 500 mètres, on est sur une zone protégée. Enfin, je dis, on les met où ces éoliennes ?
Excusez-moi, sur terre ou sur mer? Parce que On les met sur terre et sur mer. Les deux, d'accord. On va les mettre sur terre et sur mer. Et sur mer, on est en train de créer, donc, comme je l'ai dit, on parle du flottant pour aller encore au-delà de ce que nous pouvons, où est-ce qu'on peut installer aujourd'hui des éoliennes, comme en Méditerranée, etc. Donc, nous sommes en train de créer des structures nouvelles pour pouvoir mettre plus d'éoliennes en mer et aller un peu plus loin de la côte, etc. Ce sujet-là, évidemment, Mathieu Morcrette, ce n'est pas un sujet qui vous percute directement. Vous n'êtes pas dans ces problématiques. Vous êtes de savoir aujourd'hui, vous, si vos recherches vont se transformer, j'ai envie de dire, sont commercialisées. Là, on en est au stade d'une commercialisation ou d'une recherche validée avec l'attente que des industriels ou des marques. C'est quoi l'étape, la prochaine étape? Du coup, je vais répondre à la... Ah ben voilà. Donc vous faites tous exprès, hein. Vous ne répondez jamais à ma question tout de suite. Non, mais vous avez raison. Je pense que par rapport à la critique sur les batteries lithium, je pense que ce qui est important aussi, c'est de savoir le coût vraiment à l'usage de ces batteries. Et je pense qu'on peut tous reconnaître que ces batteries ont fait énormément de progrès depuis ces dernières années en termes de cyclabilité, de durabilité. Et donc, on est passé de quoi à quoi? C'est quoi votre téléphone, vous le changez tous les 2 ans parce que vous étiez obligé de le charger tous les 3 heures et aujourd'hui, on arrive à le garder 4-5 ans. Enfin, voilà, c'est pas les iPhones. Hein. Ah ben alors, peut-être que Apple fait des choses. Ça tient toute la journée. Oui. Un peu plus, mais c'est pas encore gagné. Samsung a fait d'énormes efforts. Par exemple, sur les véhicules électriques, on n'est pas encore en train de recycler. On dit oui, le recyclage. Bah oui, on n'est pas en train de les recycler parce qu'ils sont pas encore vieillis, les batteries. Donc du coup, nous, on travaille beaucoup sur l'amélioration de la durabilité des batteries en exploitant les données de ces batteries. Voilà, via l'intelligence artificielle, par exemple, le big data. On essaie de mettre des capteurs à l'intérieur. Voilà, ça, c'est des objectifs au niveau européen de l'initiative Batterie 2030+. Donc mettre des capteurs ou essayer d'avoir des choses qui sont auto-réparantes pour augmenter la durée de vie et faire en sorte que le coût total, finalement, soit réparti, ou le CO2 soit réparti sur plus de temps d'usage. Donc qui va diminuer l'impact de CO2 sur ces cellules. Donc tout ça ne peut que s'améliorer. C'est-à-dire vous nous dites qu'on est en train d'évoluer encore sur l'amélioration de nos batteries, sur leur durée de vie et leur performance, en fait. C'est ça l'idée. Exactement. Et ça va diminuer l'impact de CO2 aussi. Après, pour répondre du coup. Oui, parce qu'elle va où celle-là, ouais. Du coup, et elle en est où commercialement? On en est où? Elle est validée au niveau via des clients. D'accord. Il y a des gens qui ont. Nous, on produit une feuille de données techniques et cette cellule a été validée par des tiers en disant oui, effectivement, ce que vous écrivez dans votre fiche technique, en fait, c'est vrai. Ouais. Donc c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Vous me faites peur. C'est faux, ça ne marche pas. Non, c'est une étape importante parce que alors je vous invite à venir visiter de l'énergie, mais bien volontiers. On est quand même en train de fabriquer des choses à la main, on va dire. Et pour obtenir la qualité, enfin la durabilité dans une cellule comme ça, c'est-à-dire plus de 1000 cycles, 1000 charges-décharges, donc pour vous, ça fait 10 ans d'utilisation d'un véhicule électrique, on va dire. Voilà, c'est quand même quelque chose de remarquable. Donc c'est validé, mais maintenant, il faut que ce soit produit en quantité suffisante pour pouvoir en faire des vrais objets qui fonctionnent. Et faire baisser le coût. Et qui fassent des démonstrateurs. Alors, et après, passer à la troisième étape qui est diminuer le coût. Donc, et pour ça il faut aussi des gens qui fabriquent les matériaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des compagnies qui nous fabriquent 50 kilos de matériaux, mais il nous faut des tonnes maintenant. Et ça, c'est un vrai projet industriel. Le matériau qui est à l'intérieur de cette batterie. Exactement. Et qui vous fait des petites quantités parce que pour l'instant, vous n'avez pas besoin de tonnes. Ensuite, il faudra évidemment le produire en tonnes. C'est ça. Et là, on rentre dans le réseau, dans le projet industriel. Dans le projet industriel. Et ça, c'est plus moi, ça, maintenant. Oui, après, là c'est plus vous parce que c'est une marque ou un industriel qui... industriel, ouais. Mais vous l'aurez inventé. J'aurais participé à ça. À l'invention. À l'invention, oui. C'est extraordinaire. C'est une aventure extraordinaire. En plus, on ne l'avait jamais fait. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça fait des petits, en fait. C'est-à-dire que cette capacité de transformer une recherche en un vrai produit, ça se contamine, en fait, auprès des chercheurs. C'est possible. Ça commence. Oui, voilà. On se dit, je suis pas que dans mon laboratoire. On peut aussi. Et finalement, c'est pas si difficile de le faire. Il y a des moyens de le faire. Grâce à une dynamique aussi locale. Je trouve qu'il y a une forme de dynamique. C'est aussi un bâtiment qui fait que il y a des regards. Il y a des regards d'industriels, d'investisseurs, qui sont différents. Par rapport à des longues années d'investissement, de travail, et aussi c'est incroyable. Les efforts on est quand même 120 quand même. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je n'avais pas la notion du
nombre de personnes, parce que 50 personnes chez vous à H2R, 120 personnes qui travaillent en synergie, c'est énorme. Oui, c'est pas moi. Hein. Enfin, c'est bien pas sûr. moi. Enfin, vous en êtes le représentant. C'est vous qui, en tout cas, étiez l'interlocuteur du président français qui est venu écouter ce que vous lui racontiez. Juste pour terminer sur ces batteries, j'aimerais qu'il y ait des questions. Je pense qu'il y en aura. La technologie va encore considérablement évoluer, ou est-ce qu'on est arrivé un peu au bout de ce qu'on pouvait inventer? C'est toujours la même question. Est-ce qu'on est au début de quelque chose, ou est-ce que là, on termine un cycle? Non, personnellement, je ne crois pas. Mais c'est une question pour les chercheurs, non? On est arrivé au bout? Premièrement. On a l'impression qu'il y a un champ infini de recherche. Mais c'est aussi pour ajouter, je crois, ce qu'on a dit cet après-midi, c'est aussi objectif de la politique européenne sur deux niveaux. Sur le niveau de la politique industrielle, il y aura un nouvel plan de l'industrie politique vert qui va être présenté en décembre. La mobilité, c'est un grand sujet dedans, et aussi les batteries. Et deuxièmement, une question sur le niveau global et comment on peut ou qui peut produire les batteries les plus vertes, les plus écologiques, oui. mais aussi sur le niveau du prix. Prix et recyclage, puisqu'il y a le débat évidemment du recyclage de toutes ces batteries qu'on fera par milliers, par millions. Et il faudra bien... Ça pose toutes ces questions quand même, Jean-Louis Bal. C'est-à-dire qu'on est dans un univers de bascule technologique. Le thermique va doucement disparaître. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit, même si ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a encore une grande majorité de voitures thermiques. Mais si on bascule, il va falloir réfléchir à tout ça. Non, vous n'êtes pas d'accord? On a des énormes... Enfin, allez-y. On a des très très grands miniers en Europe. Ils seront recyclés. Hein. C'est à peu près les mêmes. À mon avis. On peut recycler, c'est-à-dire qu'on déstructure la batterie et on récupère en fait le matériau qui est... Ah oui, d'accord, c'est la même chose. C'est intéressant de savoir comment on fait techniquement. Qu'est-ce que vous dites sur cette technologie? Parce qu'on a eu beaucoup d'intervenants depuis ce matin qui nous disent oui, tout ça c'est sympathique, mais est-ce qu'on peut tenir et avoir le même niveau de vie? Ça, c'est ma dernière question aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on maintient notre niveau de vie, nos déplacements, notre niveau de vie avec ce nouveau modèle? Ou est-ce qu'on invente un autre monde avec un niveau de vie différent? Je pense que si on arrive à décarboner notre économie et notamment nos systèmes énergétiques, parce qu'on a parlé d'électricité, mais il y a tout le reste, hein, le chauffage des bâtiments, l'alimentation en gaz, etc. Donc si on arrive à décarboner notre croissance, nous pourrons continuer à avoir un bon niveau de vie et même à l'améliorer. Mais le développement du véhicule électrique, pour prendre cela comme exemple, c'est pas seulement une question de développement technologique. Quand vous interrogez les consommateurs, est-ce que vous êtes prêts à vous engager dans l'achat d'un véhicule électrique? Mais c'est trop cher. Non, c'est pas ça. C'est où est-ce que je vais pouvoir recharger mon véhicule si je veux traverser la France, etc. Et donc, il y a toute une adaptation. On a parlé tout à l'heure de recharge rapide. Mais si on veut faire vraiment de la recharge rapide, ça va demander des installations... Non, de puissance. De puissance, oui, bien sûr. De puissance. Et donc, il y a toute une adaptation du réseau électrique qu'il faut faire pour que le véhicule électrique puisse donc vous dites se adapter développer. Les villes à adapter les véhicules. villes et puis nos autoroutes et les campagnes. Enfin, il va falloir pouvoir recharger donc nos... Paris, Autolib, ça a disparu, c'est fini. Oui, mais les stations de recharge elles sont toujours là. Et elles sont utilisées. Elles sont utilisées par des véhicules, effectivement, qui sont des véhicules électriques. Alors, je voulais juste dire un dernier petit mot. Allez-y. Parce qu'il y a une partie de notre pays où on fait déjà du stockage d'énergie avec des énergies renouvelables, en complément d'énergie renouvelable. Ce sont nos zones non interconnectées, l'outre-mer, où le couplage photovoltaïque ou éolien avec des batteries permet déjà d'être compétitif et largement par rapport aux centrales fossiles. Pourquoi on ne le fait pas en métropole? Mais parce qu'en métropole,
on a une énergie qui est beaucoup moins chère que dans les départements Donc pour d'outre-mer. l'instant, il n'est pas avantageux de le faire. Exactement. Mais donc, utilisons déjà ce créneau de marché que sont les zones non interconnectées, donc les DOM et la Corse. Oui. Et il y a de quoi faire, et ça nous permettra de faire... Il y a du vent et du soleil, en oui, effet. il y a du vent, du soleil, et ça nous permettra de faire progresser les technologies de stockage. Avant de clore ce débat, parce qu'il y a des tables rondes ensuite avec des discussions avec des experts et des chercheurs, donc je ne veux pas les mettre en retard, y a-t-il des questions à tous nos invités sur les batteries, les éoliennes, les photovoltaïques et sur les stratégies? Questions? Pas de questions? Une hôtesse tient le micro. Elle est en train de le lâcher d'ailleurs. Non, ne partez pas, restez avec nous. Pas de questions. Est-ce que vous avez un mot conclusif, un mot d'espoir, un mot désespéré, un mot d'amour, je ne sais pas, ou un mot vert? Ah, c'est dur les derniers mots. Un peu d'espoir, hein, parce que c'est vous qui représentez en même temps une partie de ces professions. De l'espoir, énormément d'espoir. Je crois que ce dont nous parlons, c'est comment est-ce qu'on va contrôler toutes ces nouvelles technologies que nous sommes en train de créer aujourd'hui. Moi, si je regarde 10 ans en arrière, il y a 10 ans, on vient de parler du téléphone. On a vu que ce petit appareil qui était qu'on devait charger plusieurs fois par jour, etc., on arrivait à l'utiliser pour parler, pas plus. Aujourd'hui, on peut faire des choses avec, mais c'est complètement impensable tout ce qu'on peut faire avec aujourd'hui. On peut acheter, regarder la télé, enfin on peut... Et que nous considérons comme étant quelque chose de très très simple et comme si c'était le plus normal au monde, sauf qu'au fait, il y a 10 ans, c'était pas du tout normal, c'était quelque chose qui n'était impensable. Et ça donc, peut être du comme coup, ça, effectivement, cette évolution. Et du coup, l'espoir, c'est que toute cette intelligence que nous sommes en train de créer tous les jours, et nous sommes sur une pente d'apprentissage qui est énorme aussi, c'est que cette technologie, nous allons l'utiliser pour le bien de notre planète et des humains. Et je crois que là, il y a encore un énorme potentiel. Oui. On parle de 2050. Aujourd'hui, on parle du monde énergétique en 2050. Mais à mon avis, 2050, c'est quand même... nous sommes dans la science-fiction. On va être dans un monde qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à vraiment imaginer. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Et donc, du coup, je suis convaincu que la question de la production énergétique, de la consommation qui va avec la production, et puis de l'économie que nous allons faire grâce à l'intelligence que nous sommes en train de créer, va être énorme. Et je crois que nous allons arriver à un moment où le réchauffement climatique, on va réussir à le contrôler. Et la pollution de nos villes aussi, on va réussir à les contrôler. Il faut quand même mette un peu de soi. Il faut que chacun mette un peu de soi. Et qu'on partage les gains et qui ne tombent pas uniquement dans les poches des GAFA. Et qu'on partage les gains et que non, mais il y a cette question qui est posée. Hein. Il y a un caractère monopolistique de très grosses entreprises qui captent cette technologie, puisqu'ils travaillent aussi sur ces sujets-là, de la voiture autonome, de tout ça. Je pense à Google. Un mot d'espoir. C'était un long mot d'espoir que vous nous avez donné. Oui, alors moi je fais d'abord le constat que les énergies renouvelables en France se développent de plus en plus. Nous, on voit les chiffres, y compris sur l'éolien, parce que les oppositions sont largement minoritaires. Mais donc il y a des progressions qui sont très sensibles, aussi bien donc sur les énergies renouvelables électriques que sur le développement du biométhane pour l'injecter dans notre réseau de gaz, que sur les productions de chaleur renouvelables avec les réseaux de chaleur, mais pas uniquement. Donc il y a vraiment une tendance de fond. Là où on a des lacunes, et ça a été bien souligné par le discours de M. Nious, c'est sur la rénovation énergétique des bâtiments. On a des objectifs en pourcentage de la consommation. Si on augmente les énergies renouvelables, mais qu'on ne diminue pas la consommation, ce sera difficile d'atteindre ces objectifs en pourcentage. Et l'autre message d'espoir, c'est l'Europe. On est au milieu de l'Europe, nous, la France, et toutes les transitions énergétiques que l'on peut faire, il faut forcément les faire au niveau européen, parce que nous sommes interconnectés. Notre réseau électrique, il est largement complémentaire du réseau allemand, du réseau belge, du réseau espagnol et même du réseau italien. Et donc, on ne peut pas faire de transition, on ne peut pas avoir de réglementation sans cette connexion plus européenne. Oui, exactement. Au moment où certains disent qu'il faut sortir du réseau. Certains quand je parlais tout à l'heure... C'est un rêve, je sais, mais certains en parlent.
On se déconnecte. Parmi les mécanismes de flexibilité, il y a les interconnexions Bien sûr. entre États membres Bien sûr. et qui vont nous permettre de beaucoup mieux gérer C'était un très ces très long variations. moment d'espoir, hein, Jean-Louis Ball. Donc vous avez beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir. Monsieur Morcrette, vos espoirs pour clore ce débat, parce que vous portez cette batterie, donc j'imagine que votre espoir, c'est qu'elle elle devienne un produit industriel et commercialisé. Du coup, je vais faire une petite plaisanterie. Du coup, je vais donner la batterie Tiamat à mon collègue Eurobat. lobbyiste. Et donc, c'est un souhait, c'est que mon collègue lobbyiste puisse faire la promotion de la batterie sodium-ion auprès de la Commission européenne. Ah ça, vous ne vous attendez pas à ça. Hein. Donc alors là, maintenant, c'est à vous de porter cette batterie. C'est intéressant, ça. C'est très bien joué. Et ce que je veux dire... D'abord, merci, peut-être. Oui, merci. Les prochaines années, on va discuter sur le niveau politique beaucoup aux batteries. Mais aussi, je crois, on a beaucoup d'opportunités pour les producteurs de batteries. Et beaucoup va aussi dépendre de la politique sur les batteries sur le niveau européen. Donc cette batterie, elle vous servira comme ça de viatique. Vous la sortirez à chaque fois en disant « Ah, Amiens, ils font cette batterie ». Eh oui, bien sûr, j'en suis sûr, vous le ferez. Merci à vous quatre. J'irai voir avec grand plaisir votre laboratoire parce que je trouve ça totalement fascinant.